Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 16 avril, bienvenue dans À l'air libre. À mes côtés aujourd'hui, Mathilde Gohanec. Salut Mathilde, quel est ton programme? Salut Valentine. Eh bien, on va parler de l'école puisque Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des établissements à partir du 11 mai, ce qui semble mission impossible ou quasi impossible pour un certain nombre d'enseignants qu'on accueillera tout à l'heure. Et on a Merci Valentine. C'est donc parti pour cette deuxième partie d'émission consacrée à l'école, déconfinée cette fois-ci. Est-ce que Emmanuel Macron achète la paix sociale et celle des ménages en renvoyant les enfants en classe le 11 mai prochain? Sauve-t-il l'économie française de la totale déroute? Prend-il ce faisant un immense risque sanitaire? 3 jours après son allocution, le discours du président pose en fait plus de questions qu'il n'offre de réponses. Et les premiers concernés, à savoir les enseignants et le personnel de l'éducation nationale, ont d'ailleurs découvert, comme le reste de la population, et même a priori comme leur ministre, cette date du 11 mai à la télévision. Pour savoir comment ils réagissent, et en complément du papier de ma collègue Faiza Zerwala, publié mardi sur Mediapart, 3 invités avec nous pour ce plateau. Marianne Collard, qui est ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l'Hérault, et syndicaliste au sein de Sud Collectivité Territoriale. Cécile Butigier, professeure de français dans un lycée à Marseille, syndiquée au SNES, et Saïda Chbia Nicolas, enseignant dans une école primaire à Bagnolet et adhérent à Sud Éducation. On va commencer peut-être par vous, Saïda, puisque vous êtes professeur donc, des écoles dans une classe à Bagnolet, dans une école classée REP pour Réseau d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Et vous avez un peu d'expérience en matière d'enseignement sous confinement, puisque vous êtes porté volontaire pour recevoir les enfants de soignants à l'école au cours de ce mois passé. Et donc, je vous propose d'entrée de jeu de regarder ce court extrait vidéo avant de vous poser une première question. Dans cette école maternelle, 2 enseignants volontaires munis de masques accueillent ce jour-là 8 enfants de personnel soignant. C'est important que ces groupes restent des groupes petits et non pas de petits groupes, mais une multitude de petits groupes dans les écoles. Donc 8 élèves dans une école et surtout une maternelle, c'est largement suffisant puisqu'il faut tout désinfecter en permanence. Dès leur arrivée et plusieurs fois par jour, les enfants se lavent les mains méthodiquement. Comme ça, on croise les doigts et on frotte. Comme ça. Ensuite, le hérisson qui frotte. Dessus, on frotte comme le petit serpent. Et toutes les heures et demie, 2 agents de la ville nettoient l'école. Les points de contact sont désinfectés, ainsi que les tables, les chaises, selon un protocole bien établi, que nous avons établi ensemble pour que l'école soit au niveau hygiène le plus propre possible. Alors, Saïda Chbia Nicolas, c'est simple. Est-ce que cela ressemble à l'expérience que vous avez vécue, vous, à Bagnolet ces dernières semaines? Pas vraiment. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc j'ai une classe de CM1 cette année à Bagnolet. L'école est classée en REP. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas pu bénéficier de masques le premier jour. La première semaine même, nous avons également dû faire la demande de nettoyage et de désinfection du réfectoire parce qu'à savoir qu'il y a eu les élections municipales le week-end avant et donc il a fallu insister et redemander à ce que l'école soit nettoyée et désinfectée avant que l'on y arrive, avant qu'on y soit avec les élèves de Niente. Et est-ce que vous pensez que ce que vous avez pu mettre en place en réclamant déjà des choses sous confinement, est-ce que vous pensez que cette méthode pourrait s'appliquer, en tout cas que la méthode évoquée là dans notre reportage et qui est suggérée par le président de la République et par le ministre de l'Éducation pourrait s'appliquer dans le cas d'un retour en classe de tous les élèves? Ça me paraît très compliqué. C'est-à-dire que là, j'ai 22 élèves dans la classe. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Ça, c'est vraiment sûr et certain. Je sais qu'ils ont hâte aussi de reprendre l'école. L'école à la maison ne se passe pas toujours dans des conditions idéales. Les élèves n'ont pas tous accès aux mêmes choses, aux ordinateurs, etc. Maintenant, ce qui s'est passé pour les accueils de soignants et de soignantes, c'est que nous n'avions que une quinzaine d'élèves. Et déjà, avec la mairie de Bagnolet,
nous avons eu des difficultés. La mairie a essayé de faire au mieux, mais elle découvrait également la situation en même temps que nous. Ils ont essayé d'être les plus réactifs et réactifs possibles, mais tout le monde s'est retrouvé à gérer de l'urgence. Et de l'urgence face à une situation sanitaire qui ne permet pas en fait de gérer dans l'urgence. Il faut que les choses se fassent de manière un peu plus anticipée pour essayer aussi d'assurer la sécurité des enfants qui nous sont confiés, mais également celle de leurs parents et celle des personnels qui vont intervenir avec ces enfants. Et on ne peut pas juste dire on va reprendre le 11 mai, mais sans nous expliquer dans quelles conditions, parce qu'on a besoin de rassurer les personnels face à cette situation sanitaire qu'on découvre aussi au fur et à mesure. Et il faut aussi rassurer les parents, rassurer les élèves qu'on va accueillir dans les écoles. Nous n'avions que 15 élèves et nous avons eu des difficultés à avoir assez de savon, à nettoyer le matériel utilisé. Les gestes barrières ne sont pas possibles avec des enfants de 3 ans. Ce n'est pas possible de les mettre en place. Ce n'est pas possible de dire à un enfant de 3 ans de ne pas se rapprocher des autres copains et copines qui veulent jouer avec lui, avec qui il veut jouer. D'autant que ça fera un certain nombre de semaines que les enfants ne se seront pas vus et ils n'auront qu'une hâte, c'est d'être réunis et on ne peut que le comprendre. Est-ce que vous aviez, petite dernière question sur ce point-là, est-ce que vous aviez pendant cette période des masques en nombre suffisant par exemple? On voyait dans le reportage que les personnels avaient des masques, est-ce que c'était le cas pour vous? Alors, pendant toute la première semaine où nous sommes intervenus, non. Des masques étaient disponibles pour les agents de la ville, mais pas pour nous parce que la mairie attendait que le ministère lui en fournisse. Le ministère n'en a pas fourni, donc la mairie a finalement décidé de nous en proposer. D'accord, les enfants n'en avaient pas et vous, il a fallu l'intervention municipale après un petit jeu de ping-pong. Marianne Collard, vous êtes militante à Sud Collectivité Territoriale, vous êtes, je l'ai dit, plutôt ATSEM dans l'Hérault, ce qui veut dire que vous vous occupez du soin quotidien des élèves de maternelle avec vos collègues. Est-ce que les mesures annoncées comme ça, par à coup, les petits groupes, la distance sociale, le lavage régulier des mains, vous semblent applicables dans des écoles pour des enfants qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans, pour simplement parler des écoles maternelles? Non, ça me semble très difficile à mettre en place. Je ne sais pas si vous connaissez les classes de maternelle, mais tout est conçu pour des groupes. Il n'y a rien qui est individualisé. Il y a des tables pour des groupes, il y a des pots de crayons pour des groupes. Tout est conçu pour des groupes. Donc, les enfants, on met un enfant sur une table de 6, ils ne sont pas à distance les uns des autres. Ils utilisent les mêmes crayons, ils sucent les mêmes crayons. C'est très compliqué de les mettre à distance. On peut leur faire laver les mains, oui, c'est sûr. Hein. On peut aussi essayer de leur demander d'avoir des gestes barrières, mais on ne pourra pas le tenir 6 heures par jour. Ça, c'est pas possible. Puis, il faut quand même… Oui. Non, allez-y. Oui, puis bon, il y a le problème du nettoyage. Il faut du personnel supplémentaire pour pouvoir nettoyer toutes les heures, comme on a vu dans ce reportage, des tables, des toilettes, etc. Et si on doit mettre en groupe de 8, par exemple, dans chaque salle, il faudra aussi des salles supplémentaires et du personnel supplémentaire. Ce qui voudrait dire, par exemple, qu'une ATSEM pourrait être amenée à avoir la charge d'un groupe, par exemple, ce qui n'est pas normalement son rôle. Non, normalement, notre statut ne nous permet pas d'avoir la charge de certains groupes. Moi, je pense qu'on ne va pas faire de l'enseignement, on va faire de la garderie quand on va rentrer. Est-ce que vos employeurs sont les mairies, hein, je le rappelle, non pas le ministère de l'Éducation nationale. Donc, on peut donc supposer aussi qu'il y aura peut-être des disparités territoriales importantes qu'on a déjà pu constater pour les éboueurs, les agents d'entretien, les employés des services techniques et sociaux. Est-ce que ça, c'est une crainte aussi que vous avez? Oui, tout à fait, parce qu'on voit que le gouvernement décide qu'on ouvre le 11 mai, et ce sont les collectivités territoriales qui vont mettre en œuvre. Et là, ça va dépendre du territoire. Dans certaines écoles, on aura de la place et
des salles supplémentaires. On pourra mettre du personnel supplémentaire en utilisant par exemple les animateurs et les animatrices de centres de loisirs. Mais dans les collectivités qui n'ont pas de centres de loisirs, on va utiliser quel personnel? Dans les collectivités où les écoles sont petites, comment on va faire pour trouver des salles supplémentaires? C'est un risque de différence selon là où on habite, où on vit et où on travaille. Justement, oui. Il y aura une inégalité territoriale, comme c'est le cas déjà. Comme c'est le cas déjà. Est-ce qu'il est possible d'imaginer que le droit de retrait puisse être appliqué? En tout cas, est-ce que vous, syndicalement, vous avez des remontées là-dessus sur des collègues qui disent qu'elles n'iront pas en anticipant les difficultés, sachant qu'il est déjà, c'est très compliqué, on l'avait écrit dans Mediapart, de mettre en œuvre ce fameux droit de retraite dans la fonction publique, étant donné qu'il s'oppose au principe même du service public. Alors, nous, on portera le droit de retrait dans toutes les collectivités où les conditions ne sont pas réunies pour que la sécurité des agents soit correcte. Après, c'est difficile de le mettre en œuvre. Oui et non. Il y a eu beaucoup de communication du gouvernement pour dire que les fonctionnaires ne pouvaient pas se mettre en droit de retrait. Eh bien si, l'État, les collectivités territoriales doivent protéger la santé physique et mentale de leurs salariés. C'est un principe qui s'applique aussi à la fonction publique. Ouais, d'accord. On l'a déjà beaucoup vu, mais bon, on va le reprendre un peu, ce discours présidentiel de lundi soir, là, puisqu'il répond en fait à une question qui s'applique à l'ensemble de la communauté éducative et qui répond à une interrogation pointée par les enseignants eux-mêmes, enseignants et enseignantes, c'est que le confinement aggraverait les inégalités scolaires et qu'il est donc temps d'y mettre un terme, ce qui est un sous-jacent de cette reprise du 11 mai. On regarde et puis on en reparle. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Saïda Jbia-Nicolin, au-delà des questions matérielles qui se posent sur cette reprise, ce que dit le président de la République, c'est qu'il y a un risque de perdre des élèves. Est-ce que vous le disiez un peu tout à l'heure, mais est-ce que vos élèves ont décroché? Est-ce que certains ont, d'une certaine manière, disparu dans la nature? Et est-ce que ça pose, c'est vrai, ce confinement, un problème important, sachant que certains parents ne sont pas équipés en ordinateur, ne parlent pas toujours français, travaillent, ou même sont simplement de très mauvais pédagogues. Et donc, l'apprentissage est rompu. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de ce discours où moi j'ai l'impression que là les élèves, notamment les plus défavorisés, sont en train d'être instrumentalisés par le pouvoir au service justement des capitalistes qui veulent une réponse, une reprise rapide, qui veulent continuer à engranger des gains, qui veulent continuer à avoir de plus en plus d'argent possible. Et cette reprise ne doit pas se faire au détriment de nos élèves, de leur santé et de la santé des parents. Donc effectivement, les réalités, ce confinement, il a vraiment montré une différence justement entre les territoires, une différence aussi entre les enfants. Mais ce qu'on dénonce déjà depuis pas mal de temps, oui, il n'y a pas un accès égalitaire au niveau des connexions à Internet, etc. Il y a des difficultés qu'on dénonce depuis un certain nombre d'années et ça ne permet pas justement à nos gouvernants de justement nous mettre en danger pour essayer de justifier une reprise rapide. On a tous les enseignants et enseignantes ont les classes avec les élèves, c'est indéniable, mais il faut que cela se fasse dans des conditions optimum. Il ne faut pas aussi mettre en danger. Nous avons des enseignants qui ont des maladies chroniques. Nous avons des élèves aussi qui ont des maladies chroniques. Il en est de même pour des parents d'élèves. Est-ce que le ministère compte mettre en place un dépistage systématique et régulier des personnels et des élèves? Ça, ils n'en ont pas parlé. Est-ce qu'il va y avoir un plan de suivi sanitaire justement des personnels et des élèves? Ça, le président n'en a pas parlé. On veut qu'il y ait à court terme une médecine de prévention pour pouvoir justement assurer cette mission de soins, de nettoyage,
de prise de conscience aussi de ce que nous devons mettre en place face à ce nouveau virus. Il faut qu'il y ait du matériel de protection nécessaire, que ce soit des masques, des gels. Est-ce que tout ça sera disponible le 11 mai? Ça, ils n'en ont pas parlé. Combien d'élèves nous allons avoir? On ne le sait pas. Comment ça va se passer dans le réfectoire? Est-ce qu'il y aura des demi-pensionnaires ou pas? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'on va accueillir aussi les enfants qui ont des maladies chroniques? Ils n'en ont pas parlé. Et du coup, comment on fait pour ces difficultés que le président a l'air de découvrir un peu et qu'on ne cesse de dénoncer depuis des dizaines et des dizaines d'années? On veut plus de moyens, on veut qu'il y ait une médecine scolaire, voilà, ce sont des revendications qu'on porte depuis des années, comme c'est le cas pour le milieu hospitalier, et nous ne sommes pas entendus. Donc, juste nous dire, reprenez le 11 mai et mettez-vous en danger, mettez les élèves en danger, il n'en est pas question. Cécile Butiger. Sauf si il y a des moyens supplémentaires qui sont mis en place. Pardon. Pas de souci. Effectivement, ça repose des questions qui sont anciennes. Vous parliez de la médecine, de la médecine scolaire, de la prévention scolaire, de l'accompagnement social aussi des élèves, du manque chronique d'assistantes sociales, d'infirmières scolaires, de psychologues. Et ce n'est pas un problème nouveau. Mais Cécile Butiger, vous êtes professeure de français dans un lycée de Marseille, je le disais, donc syndiqué au SNES. La question de la reprise dans le secondaire, collège, lycée, est alors encore plus incertaine, je dirais, que celle dans le premier degré. Mais est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce que dit le président de la République? Est-ce que vos élèves sont sortis du radar? Et est-ce qu'il s'agit là, comme semble le suggérer Saïda, d'une forme d'instrumentalisation finalement d'un problème qui est chronique? C'est ce que disent Saïda et... C'est-à-dire qu'on va rencontrer exactement les mêmes problèmes, que ce soit dans le primaire, au collège ou au lycée, on manque de moyens. Ce qui va être compliqué, c'est la mise en place. C'est-à-dire qu'on manque de moyens, on manquait de moyens avant le confinement. Je ne vois pas comment on va pouvoir retourner à l'école et faire cours dans des conditions satisfaisantes à partir du 11 mai. C'est-à-dire que là, par exemple, avant le confinement, les élèves n'avaient pas de savon dans les toilettes, n'avaient pas de papier toilette. Est-ce que ça va être mis en place? Enfin, ce sont des questions vraiment pratiques. Les agents ne sont pas suffisamment nombreux pour proposer une hygiène satisfaisante dans tout l'établissement. Est-ce qu'on va doubler, tripler les moyens? Parce que c'est ce qu'il faudrait. On travaille dans un grand lycée, on est nombreux, il y a beaucoup d'élèves. Après, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que les lycéens vont réellement reprendre le chemin de l'école? Parce que comme il n'y a plus de notes, le bac est donné quasiment à tous les élèves de terminale, puisque ils ne vont pas passer des épreuves. Il y a le bac de français à préparer aussi, donc je ne sais pas, l'oral du bac de français, je ne sais pas dans quelles conditions on va pouvoir le faire passer à nos élèves. Tout ça me paraît vraiment compliqué. Une CPE, conseillère principale d'éducation en Bretagne, que j'avais hier au téléphone, me disait ce que vous dites, c'est-à-dire les établissements ne sont pas adaptés, on ne pourra pas demander aux collègues malades, enceintes, avec des enfants petits de venir. Et par ailleurs, les ados ne sont pas plus contrôlables que les petits. Ils toussent, ils s'embrassent, ils se chahutent. C'est un âge où où on se saisit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée que ça va être très compliqué en maternelle, mais finalement, pour des élèves plus grands, on va pouvoir les diviser, faire des petites classes et les mettre à distance. Non, je suis d'accord avec ma collègue CPE. Effectivement, les adolescents ont un rapport très physique, très frontal entre eux. Et puis de toute façon, après, il y a aussi quand ils changent de cours toutes les heures, c'est pas comme en primaire ou comme en maternelle où ils ont une classe dans laquelle ils restent toute la journée. Là, ils vont changer toutes les heures. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir du chahut dans les couloirs qui sont étroits. Et puis, effectivement, il y a aussi une forme d'insouciance et d'inconscience chez certains élèves, ce qui est normal, c'est tout à fait leur âge, mais ils ne vont pas prendre la mesure, peut-être, de l'importance de respecter certains gestes barrières, etc. Et déjà, avant le confinement, on voyait bien qu'il y avait des tensions auprès des élèves qui étaient méfiants les uns des autres. Il y avait des clans qui se créaient. Enfin, il y avait vraiment une ambiance qui n'était pas sereine. Et je ne vois pas comment on pourrait retourner sereinement à l'école.
Pour moi, c'est inenvisageable de retourner le 11. Je vois vraiment pas comment. Pour vous, c'est inenvisageable de retourner le 11. D'accord. Et cependant, quelles conséquences quand même aurait sur le plan pédagogique, mais pas seulement, sur d'une certaine manière, sur la sociabilité, enfin, sur quelles conséquences sociales et même affectives y aurait-il à une rupture de l'année sans reprise avant septembre prochain? Vous me disiez avant l'émission, ce qui manque, c'est la classe, quoi. Ce qui manque, c'est le groupe. Et j'imagine que c'est vrai aussi pour les élèves. Est-ce que ça doit rentrer dans la balance? Alors, je n'ai pas tout entendu votre question, mais moi, il me semble que ce qu'on fait de toute façon depuis le déconfinement, c'est maintenir un lien avec les élèves, bien plus que réellement un enseignement satisfaisant et un enseignement de qualité. Et effectivement, les élèves sont demandeurs d'échanges avec leurs enseignants, avec aussi parfois entre eux. On voit bien que les se délitent entre les élèves. Et effectivement, à ce niveau-là, ça pourrait être important, bien plus qu'au niveau de l'enseignement proprement dit. Mais si après il y a de la méfiance, je pense pas que ce soit un échange de qualité. Mais après, on sait très bien que de toute façon, à l'école, les élèves ont bien plus qu'un enseignement scolaire et l'apprentissage se fait sur tous les plans. Et c'est vrai que les adolescents s'ennuient, sont demandeurs de retourner à l'école. Mais il faut vraiment que ce soit dans de réelles conditions. Ce n'est pas vraiment honnête de dire que nous allons faire de l'école pendant un mois et demi. Le mois et demi qui va nous rester, je ne pense pas que ce soit possible. En plus, si les notes de confinement ne comptent pas, ça veut dire que beaucoup de collègues vont mettre des évaluations pour avoir des notes sur le troisième trimestre. Donc, les élèves vont rentrer pour être évalués, alors qu'ils auront l'impression de n'avoir été qu'évalués pendant la période de confinement, parce que c'est aussi une façon de contrôler leur présence et leur assiduité à distance. Saïda, est-ce qu'il n'y a pas aussi, c'est vrai, un risque d'une certaine manière sociale à rester trop longtemps chez soi sans avoir une lecture simpliste du foyer égale danger, école égale paradis, mais on sait que la période, ce huis clos qui dure, est propice aussi à l'isolement, aux violences conjugales, familiales. Est-ce qu'il s'agit, dans cette perspective, de desserrer l'étau, ou est-ce que, vous l'avez dit un peu déjà, pour vous, il s'agit surtout de permettre aux parents de retourner au travail? Là, il va y avoir 12 millions d'élèves à qui on demande justement de réintégrer les écoles et les établissements scolaires. Ce dont on doit être sûr avant tout, c'est que ça se fasse au mieux pour ces enfants et pour ces familles. Donc oui, certes, on a essayé, l'ensemble des collègues ont essayé de faire au mieux pour maintenir le lien, comme l'expliquait Cécile tout à l'heure. On a essayé de garder le contact, on a essayé de faire au mieux, mais avec les moyens du bord, en découvrant petit à petit aussi les difficultés que pouvaient rencontrer certaines familles. Et tout cela, malheureusement, ce n'est pas en réouvrant les écoles le 11 mai de manière un peu désorganisée que ça va se résoudre. Ce sont des choses qu'il faut penser en amont, qu'il faut essayer d'anticiper, il faut essayer aussi d'entendre la parole des personnes qui sont sur le terrain et qui affrontent aussi cette réalité depuis des années. Il faut aussi faire en sorte d'entendre ces personnes-là et de prendre en compte aussi les conseils qu'elles peuvent apporter. Il faut que M. Blanquer écoute aussi ce qu'ont à dire les enseignants et enseignantes et l'ensemble des personnels de l'éducation nationale parce qu'on a l'impression de ne pas être écouté et à juste titre depuis quelques années déjà. C'est sûr que la reprise est importante, mais pas dans n'importe quelle condition. On ne peut pas dire à 12 millions d'élèves, vous allez reprendre, mais pas tous. On ne sait pas comment. Les enseignants vont vous accueillir, mais ceux qui ne pourront pas venir à l'école, il y aura quelque chose de spécifique pour eux. Qui va organiser ce spécifique? Qui va gérer tout ça? Je pense qu'il faut à un moment donné se poser et dire, bon ben, les conditions sanitaires font que pour l'instant ce n'est pas possible, de dépistage il n'y en a pas, j'en suis même personnellement à me demander si justement cette réouverture des écoles n'est pas un écran de fumée pour essayer de masquer
sans vouloir faire de jeu de mots, mais pour essayer justement de cesser de parler de ce manque de masques, de ce manque de respirateurs, de ce manque de lits en réanimation, de médicaments et toutes ces difficultés en fait qui sont très problématiques qu'on est en train de rencontrer. Est-ce que c'est pas une manière justement, voilà, on est juste en train de parler de la réouverture des écoles, mais les conditions sanitaires dans les hôpitaux et les conditions d'accueil des malades, elles vont se détériorer si jamais les personnels soignants n'ont pas le matériel qui leur est nécessaire pour assurer justement la survie des gens et les maintenir en bonne santé. Vous disiez, est-ce qu'on entend, Saïda, est-ce qu'on entend au moins ce que les professionnels sur le terrain ont à dire dans le flot des échanges, des mails qu'on a reçus? Une enseignante du primaire proposait ceci pour sortir du strict débat sur l'intérêt du déconfinement, faire la transparence sur les contaminations, vous l'avez dit, faire des tests massivement, prioriser aussi les enfants accueillis, avec le risque, c'est ce que vous disiez Marianne, de se tenir à une fonction de garderie, mais aussi peut-être enseigner en plein air, transformer en fait la façon de faire école, mais pour ça, encore faut-il être consulté. Est-ce que vous, par exemple, Marianne, vous êtes syndicaliste, j'imagine qu'il y a l'équivalent des CSE, enfin des réunions avec des instances de représentation du personnel dans les collectivités territoriales. Est-ce qu'on consulte les professionnels de l'ATSEM à l'enseignant, au directeur d'établissement pour savoir comment on va s'organiser en ce moment? Alors là, c'est très variable selon les collectivités. Nous, on demande un CHSCT, c'est-à-dire Comité Hygiène, Sécurité, Santé au Travail, depuis 1 mois et on ne l'obtient pas. Et là, on va demander un CHSCT de déconfinement pour essayer d'organiser le déconfinement pour la santé des agents. Aujourd'hui, on n'est absolument pas consulté sur le détail, parce que c'est ça qui est important quand on travaille, c'est de savoir dans quelles conditions, poste par poste, on va pouvoir avoir des conditions correctes. On est très peu consulté, on est mis au courant plutôt, mais pas consulté. D'accord. Mis au courant, c'est ce que je disais, parfois avec énormément de retard. Cécile, à Marseille, de la même manière, je suis pas professeure, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que l'inspection académique vous envoie un message en vous demandant qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes 35 élèves par classe habituellement. Est-ce qu'on pourrait faire des groupes? Comment? Est-ce qu'il y a une forme de prise en compte de votre parole? Alors moi, j'ai l'impression que l'inspection est vraiment dépassée par la situation, tout comme nous, en fait, ils tâtonnent. Et je trouve qu'on a très peu d'échanges. On a eu quelques mails depuis le début du confinement. Depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron, sa dernière prise de parole, on n'a eu aucune nouvelle, que ce soit de l'établissement, que ce soit de l'inspection du rectorat. On n'a rien eu et je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit dans un dialogue. J'ai l'impression qu'on est plus là pour exécuter ce qui a été décidé en amont que pour dialoguer, pour être rendu. Et en fait, il me semble, moi, que ce que nous vivons aujourd'hui devrait servir pour réfléchir autrement, parce qu'on se rend bien compte des difficultés que nous rencontrons au quotidien. Et là, elles sont vraiment mises à jour. C'est-à-dire que les différences entre les élèves, les écarts entre les élèves, ce sont les écarts que nous rencontrons en classe. Et quand on est avec 35 élèves, eh bien, il y a forcément des élèves qui sont mis de côté. On ne peut pas c'est difficile de prendre en compte les 35 élèves. Et donc, en fait, le confinement ne fait que confirmer ce qu'on vit au quotidien. Justement, pour finir, je voudrais vous faire peut-être réagir sur quelque chose qui dépasse le confinement, puisqu'il est de bon ton là, en ce moment de réfléchir à l'après, dès aujourd'hui. Ce que ce retour à l'école pose, c'est la question aussi du fonctionnement de notre économie, de notre société, très tournée vers le travail, mais c'est aussi cette injonction au programme, à l'apprentissage, à marche forcée parfois. Le groupe départemental parisien là, de l'ICEM, donc qui défend une pédagogie freinée à l'école publique,
écrivait ceci que je trouve assez intéressant à discuter. Il faut d'abord faire le deuil dans cette période, finalement, de l'injonction à avancer dans les programmes. La progression des apprentissages repose sur le désir des enfants qui naissent de l'émulation collective, ce que la classe coopérative sait stimuler. En fait, est-ce que peut-être Saïda, Marianne, Cécile, pour conclure, est-ce que ça vous repose des questions, manifestement oui, sur l'école, en fait. À quoi sert l'école? Saïda, peut-être? Alors, par rapport à ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment intéressant et effectivement, ça interroge et un temps est nécessaire aussi aux équipes pour peut-être se retrouver et essayer de voir comment ressortir aussi plus fort des temps difficiles que nous sommes toutes et tous en train de vivre en ce moment, que ce soit nous, nos élèves, leurs familles, et essayer de repenser les apprentissages, de repenser aussi les différentes approches qu'on peut avoir vis-à-vis de nos élèves. Et oui, c'est clair que à la suite de ce confinement, des temps seront vraiment les bienvenus pour pouvoir repenser un peu toute notre pédagogie. Marianne, peut-être un mot justement sur qu'est-ce que pourrait être l'école et pas seulement par la parole des enseignants, mais par la parole de tous ceux qui la font tourner. C'est un peu difficile d'imaginer aujourd'hui, dans ces conditions de confinement, ce que pourrait être l'école. Pour l'instant, pour moi, l'école, c'est l'école des élites. Ce confinement, il met en avant que cette école, c'est toujours l'école des élites et que ce sont les élites qui vont s'en sortir parce qu'ils peuvent télétravailler, ils ont les moyens d'avancer et finalement, l'école ne leur sert pas tellement à grand-chose. Et on est en train de nous dire que c'est le lieu de la socialisation, l'école, et que c'est pour ça qu'il faut que les enfants reviennent à l'école. Bon, moi, je pense que c'est surtout pour que leurs parents retournent au travail. Mais c'est le prétexte qu'on nous donne aujourd'hui. Donc, si c'est un lieu de socialisation, il faudra peut-être à l'avenir le penser d'abord comme ça et peut-être pas uniquement sur un lieu où on forme les élites de la nation. Cécile, un dernier mot peut-être? Oui, vous parliez des programmes dans votre question, vous interrogez les programmes. Je pense qu'il faut qu'on en fasse le deuil, d'autant plus qu'au lycée, on a quand même essuyé cette année la réforme du lycée, la réforme du bac, qui a été très, 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 très compliquée. Et justement, je pense qu'il faut revoir, comme disait Marianne, la structure de l'école, penser l'école différemment. Et ça passe notamment par les enseignants. Ce nouveau bac avait tendance à être un bac d'établissement et c'est tout à fait ce qui va se passer avec le bac de cette année, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un élève qui aura eu un bac dans un lycée, dans un bon lycée de centre-ville, n'aura pas la même valeur qu'un élève qui aura eu un bac dans les quartiers nord, par exemple. Et ça, on a tendance à le cacher, mais c'est quand même ce qui est en train de devenir l'école avec cette réforme du lycée qui est très douloureuse à la fois pour les enseignants, pour les élèves et je pense aussi pour leurs parents. Et donc le confinement n'ensevelit pas l'ensemble des questions scolaires, éducatives et celles qui concernent le monde enseignant et les enfants. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre présence. Je vais passer la parole maintenant à nos amis des confinotes.